sur Média d'Afrique et Panafricom TV. Et l'édition, c'est 7 mondes. Non à l'OTAN, non à la guerre. Chassons les bases militaires de l'OTAN en Espagne. Construisons des hôpitaux et des écoles à la place des bases militaires. Voilà les déclarations des milliers de manifestants qui ont pris les rues. Les Espagnols, et elles sont sorties, tous ces manifestants appartenant à des ONG, pour scander et déclarer la contestation à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est en marge justement du sommet de l'OTAN qui s'est ouvert hier, qui se poursuit ce jour en Espagne et qui va s'achever demain. Lecture internationaliste de Luc Michel et Gamal Adina au cours de cette édition de 7 mondes. Appréciation africaine de Valentin Bemouyeme, Privan Goman, Aye Yahweh Nenonene. Ce sera à la seconde partie de cette édition de 7 mondes. Que faut-il retenir du sommet du Commonwealth à Kigali? Voilà encore une actualité qui a meublé tout le long de ces 7 jours. Nous irons comprendre les enjeux et les jeux de ce sommet du Commonwealth qui s'est tenu justement à Kigali. Et puis les BRICS, alternatives en construction contre le bloc occidentalo-américain. L'Iran et l'Argentine font leur entrée. Que faut-il savoir des choses et des enjeux de ce sommet des BRICS alors que les BRICS se projettent en 2025 pour 40% du produit intérieur brut et que justement, toujours en rapport avec ces BRICS, c'est pratiquement 3,5 milliards de personnes sur la place du monde. Une alternative donc au bloc occidentalo-américain, pratiquement produit intérieur brut qui dépasse largement celui de l'Union européenne rassemblée et qui justement rapproche celui des États-Unis. Que faut-il retenir des BRICS en termes d'enjeux et de jeux? Nous partons d'abord dans le premier temps de cette édition dans la saisie ou le décodage internationaliste. Ce sera avec Gamal Adina et géopolitique internationale avec Luc Michel. Je vais donc sur ce pas prendre Gamal Adina qui est en place à Paris. Gamal Adina, le monde ces 7 derniers jours, comment il se porte, mais surtout on entre avec cette actualité justement des manifestations contre le bloc occidentalo-américain. Ces manifestations qui ont éclaté hier dimanche, d'ailleurs, le Premier ministre espagnol a dit que c'est une honte pour l'Espagne. Mais vous, internationalistes, comment vous regardez cette affaire? Gamal Adina, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc vous faites référence à l'affaire de ces subsahariens qui ont été massacrés par la police marocaine, c'est bien ça? Oui, tout à fait, Gamal. C'est-à-dire en marge de ce sommet de l'OTAN qui s'est ouvert hier en Espagne et qui se poursuit aujourd'hui, qui va s'achever demain. Des milliers de manifestants des ONG espagnols ont contesté la guerre en principe sur la surface du globe et qui est pour ces manifestants et pour ces ONG une émanation de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Oui, c'est logique, ça devait arriver. On est sur une césure actuellement entre le monde occidental et puis le monde de l'Europe orientale, à savoir la Russie pour faire simple, et les pays qui lui sont fidèles. En substance, 80% de la planète qui est plutôt proche des Russes et qui comprend parfaitement qu'il y a une instrumentalisation de la question ukrainienne avec l'OTAN en ligne de mire, puisque c'est l'OTAN qui voulait faire son élargissement, qui l'a fait à de nombreuses reprises d'ailleurs. Ils avaient fait une première vague d'élargissement négocié en 97, abouti en 2004, puis ensuite à nouveau dans les années 2010, ils n'ont pas cessé de s'élargir. Donc les Russes ont compris le risque qui était à leur frontière, puisque l'Ukraine c'était frontalier, et à partir de là, ils ont considéré qu'il fallait mettre un haut là, puisque en plus en Ukraine, il y a aussi ce qu'on appelle les néo-nazis, donc des gens qui ont un culte de Hitler et du système nazi racialiste. Voilà, c'est ils font lieu, les Espagnols ont conscience de ce que signifie l'OTAN, l'impérialisme américain. Il y a une gauche en Espagne qui est très forte, et surtout les peuples espagnols comprennent bien que la crise qui s'annonce actuellement, avec la rupture algérienne, russe, ça fait beaucoup de monde quand même. Donne le sentiment qu'effectivement on bascule dans un autre monde. Alors Gamal Adina, vous êtes internationaliste. Voilà pratiquement les fondements de cette affaire qui est contestée par les ONG espagnoles. Quelles sont les implications aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous décoder les implications auprès de ces populations européennes? Parce que si les Espagnols commencent ces contestations,
c'est sûr qu'elle pourrait certainement s'agrandir. Quelles sont les conséquences de ces contestations contre l'OTAN? Alors, les conséquences, elles sont pas énormes en réalité, parce que les manifestations, c'est c'est depuis les guerres du Vietnam et autrement, ont décidé de radicaliser la position russe en poussant plus à l'est les forces de l'OTAN. Et à partir de là, eh bien, ça a donné quoi? Ça a donné effectivement une rupture consommée depuis 2014, en réalité, depuis les manifestations de Maïdan et puis l'éviction à la tête de l'État. Donc, à partir de là, il y a une radicalisation des deux côtés et les Russes sont considérés. Alors là, on va... La qualité... Travail qui ont été si donc ils ont longuement réfléchi à leur action et c'est donc vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, mais la qualité, elle se dégrade un peu, mais vous êtes en ligne. On va reprendre peut-être ce que vous étiez en train de dire. Vous étiez en train de dire que c'est parti depuis 2014, c'est-à-dire ça se construisait. Et vous avez dit à l'entame que pratiquement pour vous, il n'y aura pas de grandes conséquences. Comment cela, il n'y aura pas de grandes conséquences par rapport à ces manifestations? Bah, je donne des exemples très concrets. On a toujours manifesté contre l'OTAN en Europe, hein, c'est pas une surprise. À chaque fois qu'ils viennent, que ce soit l'OTAN ou le G7, c'est manifestation de mécontentement. Et je prends des exemples très concrets. En 91, j'ai participé avec tout le reste de la France à une manifestation contre la guerre, contre la seconde guerre d'Irak, à savoir la guerre du monde entier contre Saddam Hussein. On était 1 million à Paris, ça n'a rien changé. En Angleterre, en 2003, la plus grande manifestation depuis la Seconde Guerre mondiale contre la décision des Anglais de participer à cette alliance avec l'Amérique pour détruire l'Irak en 2003. Il y a eu 5 millions de personnes dans la rue, ça n'a rien changé. Le poids des pesements ne pèse pas pour grand-chose dans la décision des politiques. Quand les politiques décident des choses, et autant est au-delà encore des politiques locaux, puisque c'est international, quand l'Amérique décide, en gros, pour faire simple, quand l'Amérique décide, eh ben les peuples ne parlent pas. Ils sont obligés de se plier à la décision américaine qui est capable de provoquer des guerres, qui est capable de provoquer des conflits, ne serait-ce que pour faire de l'argent, du business et relancer l'économie. Alors, Gamal Abina, mais il y a quand même le fait que vous êtes internationaliste. Est-ce que les contextes sont les mêmes? 2003, est-ce que le contexte est le même? 2008, est-ce que le contexte est le même? 2014 encore moins. Est-ce que le contexte de 2022 ne prête pas à ce que ces populations européennes s'interrogent finalement si l'OTAN n'est pas le désastre du monde? Ah, mais ils le savent parfaitement, c'est un désastre. La plupart des mouvements de gauche, particulièrement en Europe, sont anti-OTAN. Les souverainistes de droite sont anti-OTAN, c'est pas le problème. Des partis politiques, c'est transcourant, la question de l'OTAN qui est rejetée. Mais en vérité, ça change pas grand-chose. C'est pas parce que la configuration a changé depuis 2003 et 2008 que les peuples en voient la parole. Je veux dire, quand on emmène un pays à la guerre, on pose pas la question au peuple. Hein. C'est les dirigeants qui la prennent artificiellement, arbitrairement, ils vont à la guerre. Donc non, en vérité, je ne crois pas que la configuration change. Ce qui change radicalement, c'est la crise économique qui arrive et qui va radicaliser les positions et pousse évidemment des gens des droites à aller à la tête des États. On voit ce qui se passe en France, c'est quand même catastrophique. Mais ça, c'est la crise économique, c'est pas la crise de l'OTAN. Je sais pas si vous m'entendez. Et vous êtes en circulation, ça fait du bien pour le grand groupe Canal Aoussa et Médias d'Afrique TV en partenariat avec Luc Michel de Panafricom qu'on va prendre tout à l'heure. Alors, je disais, le narratif de ces manifestants, ils disent construisons les hôpitaux, construisons les écoles à la place des dépenses militaires. Ça a une signification et une symbolique véritablement économique et grande. Oui, tout à fait. C'est que comme on rentre dans une crise économique aiguë, comme on a une inflation en moyenne à 10%, on parle de 5% en France, mais ça va être 10% en moyenne, comme les difficultés économiques s'accumulent avec l'augmentation faramineuse des prix, parce que les gens se rendent
compte au fur et à mesure que les prix augmentent. On le voit à la pompe, mais pas seulement. Le prix du pétrole, gaz, le chauffage qui va se raréfier, des mesures d'austérité qui vont radicaliser les positions, et bien effectivement, on dit, mais pourquoi mettre de l'argent dans les armes alors qu'on pourrait le mettre dans l'économie? C'est des questions qui ont toujours été posées, mais c'est, encore une fois, je le répète, c'est pas parce que les peuples posent ces questions que les réponses sont apportées. Les dirigeants se moquent un peu de ce que disent les peuples, ça ne change qu'à partir du moment où les peuples se révoltent physiquement et qu'il y a des bagarres dans la rue, à ce moment-là, les dirigeants commencent à réfléchir. Mais avant ça, ils réfléchissent pas, ils s'en fichent. Ils sont pas dans une logique de désarmement, d'apaisement des tensions, preuve en est. L'Europe, dans son ensemble, ne répond pas à son propre intérêt. Au lieu d'écouter ce que les Américains leur disent de faire, et ils poussent encore à la guerre en Ukraine, ils continuent à armer Zelensky qui a perdu la guerre, ils continuent à alimenter une fracture de l'Europe orientale et de l'Europe occidentale, uniquement parce qu'il y a des intérêts économiques, militaires cette fois-ci, qui sont derrière, en sous-jacent. Alors, merci Cara Labina, mais vous êtes internationaliste, c'est une chose, mais est-ce que le contexte, j'insiste sur le contexte, pourquoi? Parce qu'on sort quand même là, on est au lendemain de la Covid, qui a pratiquement décimé, en fait fragilisé et même amenuisé économiquement l'Europe, d'ailleurs le bloc occidentalo-américain. Mais est-ce que cela n'a pas des incidences à l'entrée de cette crise ukrainienne avec la crise pratiquement alimentaire, la crise du gaz qui va s'ajouter, celle du pétrole? Est-ce que cela ne risque pas mettre le feu aux poudres? Non, ça mettra le feu aux poudres socialement. Il y aura des effets sociaux qu'on mesurera vite. Il y aura des manifestations violentes. Mais en aucun cas, on n'aura jamais de mouvements politiques qui vont empêcher la guerre. J'en veux pour preuve un truc tout simple. On prend la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Oui. Elle démarre sur quoi? Elle démarre sur la crise de 29 aux États-Unis. Tout à fait. 3 ans plus tard, l'Allemagne est dans une crise profonde. Une misère économique, des gens qui meurent de faim. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de changement de pouvoir, on n'a pas de changement d'orientation militaire. On a des radicaux qui arrivent au pouvoir, donc l'extrême droite, avec l'extrême gauche qui a failli y arriver d'ailleurs. Et ces radicaux disent quoi? Ils disent, nous devons nous recentrer sur nous. Donc ils reviennent sur eux-mêmes et ils finissent par provoquer une guerre coloniale à l'Est. Donc en vérité, ce qui se passe, c'est que quand il y a une crise économique, ce ne sont pas les gens qui pensent qui arrivent aux commandes. Ce sont des gens violents, ce sont des gens qui sont radicaux, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas autrement que par la violence. D'abord sur le terrain, on le voyait dans les années 30 en Allemagne, puis ensuite la violence d'État à État, on le voit avec l'Ukraine actuellement. L'Ukraine, la crise ukrainienne n'a pas commencé avec la crise ukrainienne, la crise mondiale a commencé avec le Covid. L'Ukraine étant un vrai prétexte de cacher la réalité, mais moi, dans le secteur par exemple, dans lequel je suis, textile, on est déjà en crise. Et que je sache, les Russes n'exportent pas de textile. Donc s'il y a une crise dans le textile, c'est qu'il y a une crise partout. Et donc on a besoin d'un masquer ça pour faire croire que les Russes sont responsables de la crise, alors que la crise était bien elle préexistait à la crise ukrainienne, puisqu'on avait déjà une inflation à 5% en France au mois de janvier. Donc en vérité, la crise était déjà bien installée, et les peuples n'y changeront rien. Ils subiront une crise économique, il y aura des violences, mais ça finira peut-être, on espère que non, peut-être par des guerres aggravées, mais en aucun cas par une remise en question du système. Vous parlez de la remise en question du système occidentalo-américain qui a pour bras sécurité armé l'OTAN, c'est ça? Tout à fait. L'OTAN est prétendument un système interarmé de défense de l'Europe occidentale. Oui. Qui fait faire face à ce fameux pacte de Varsovie, ce fameux rideau de fer qui était tombé sur l'Europe dès le lendemain de la guerre d'ailleurs. Le 9 mai 45, les Russes ont compris que les Européens ont fait une paix séparée, une capitulation séparée avec les nazis, et ils ont compris qu'on se moquait d'eux. Et donc à partir de là, ils ont pris une décision, et la décision était simple, c'était de dire, nous allons créer un bloc militaire face à ce qu'ils ont appelé les accords de Yalta, donc face à l'Union soviétique. Mais ce bloc militaire n'avait plus de nécessité, ne devait plus exister, il n'a pas disparu pour autant, il est resté en place parce qu'ils en ont besoin comme une force armée supplétive des États-Unis dans le reste du monde, en Europe en particulier, mais aussi en Afrique. On l'a vu en Libye par exemple, c'est comme les forces de l'OTAN qui ont attaqué la Libye, on l'a vu en Irak, c'est comme les forces de l'OTAN qui sont en Irak. Tous ces éléments, on l'a vu en Syrie aussi, tous ces éléments sont constitutifs d'une volonté de domination des États-Unis. Alors, vous restez avec nous, Gamal, parce qu'on quitte Paris où Très bien. vous êtes. Vous restez avec nous, on va à Bruxelles. Luc Michel, vous êtes avec nous. Alors, entrons dans cette affaire des manifestations qui se
sont déroulés. Non, Luc Michel n'est pas encore avec nous. On reste encore un instant avec Gamal Abina. Alors, Gamal, comment comprendre ces manifestations au cœur de l'Europe? Est-ce que, bon, vous dites qu'il y a eu des manifestations en 2003, 2008, 2000, je crois, non pas 14, et bien ces manifestations en 2022. Est-ce que ces manifestations ne témoignent pas déjà du mal-être au cœur de l'Europe? Bien évidemment, il y a un mal-être, il y a une paupérisation, il y a une peur des lendemains qui déchante. Les peuples en ont conscience, puisqu'on n'aurait pas de nous rabattre qu'il y a une augmentation des prix, qu'il y a une inflation galopante, qu'il y a un chômage qui va revenir, qu'on risque de revenir en plus avec le Covid, bref. Donc il y a une véritable désaffection des peuples par rapport à ça. Ils sont plutôt inscrits dans cette logique. Ils considèrent qu'ils sont en danger, c'est vrai qu'il y a un danger économique sérieux, mais ils ne considèrent en aucun cas qu'il y a des solutions. Ils ne considèrent pas non plus que l'OTAN, ils ne pourront pas le renverser, on sait très bien. Ils ont une peur, ils manifesteront, et ces manifestations sont soit achetées pour certains pays s'ils ont les moyens, soit réprimées tout simplement, comme on l'a vu à l'époque des Gilets jaunes. C'est des phénomènes qui sont très connus, les États savent gérer les conflits de basse intensité, qu'ils soient sociaux ou politiques. Il suffit de voir en France, par exemple, la gestion des banlieues pour s'en rendre compte. On a eu une explosion des banlieues en 2005, ça n'a pas donné grand-chose derrière. Et pourtant, toute la France avait été littéralement pas à feu instant, mais il y avait une instabilité chronique dans toute la France. Ça n'a pas changé la situation. Donc même si les peuples manifestent massivement, sauf si c'est une organisation politique derrière, ça ne changera pas grand-chose. On restera dans un statu quo. Et pourtant, le mal-être est là. Merci à vous, Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes internationaliste, vous intervenez dans des radios et des chaînes de télévision. Vous avez d'ailleurs une édition spéciale. On me rappelle que Luc Michel est là, qu'on n'arrivait pas à trouver tout à l'heure. Mais Luc Michel n'appelait pas sur le plateau. Luc restait à l'antenne. Ne prenez pas le plateau. Est-ce que Luc Michel est avec nous? Et voilà, on repart vers Gamal Abina, en demandant à Luc Michel de bien vouloir se connecter avec nos standards et non l'antenne. Gamal Abina, on rentre un peu en Afrique avant de repartir en Occident tout à l'heure. On rentre le sommet du Commonwealth. Vous êtes pratiquement un chroniqueur, un internationaliste. Vous avez suivi le sommet du Commonwealth qui s'est tenu à Kigali, justement au Rwanda. Alors, quels étaient les enjeux pour vous et les jeux de ce sommet? Mais beaucoup plus, quelles sont les solutions positives pour l'Afrique qui se sont prises au cours de ce sommet? Gamal Abina. Alors, le sommet du Commonwealth, d'abord, il faut traduire ce que veut dire Commonwealth. C'est un concept anglais qui a été mis en place après la décolonisation des Anglais. Commonwealth, ça signifie le bien commun, le bien-être commun. Et effectivement, le bien commun, c'est bien la couronne d'Angleterre. Donc, c'est elle qui était intéressée par ça, qui a considéré qu'il ne fallait pas une décolonisation en rupture, mais une décolonisation négociée, avec toujours les intérêts anglais qui étaient préservés. On l'a vu en Égypte, on l'a vu au Soudan, on l'a vu évidemment en Inde. Donc le Commonwealth, une sorte de superstructure économique destinée à garantir quand même que l'Empire anglais ne soit pas entièrement effacé, contrairement à l'Empire français. Et surtout, le Commonwealth, on se rend compte que, par exemple, Kigali, par le Rwanda est un pays qui a été colonisé par les Belges, donc francophones, et qui a récemment, en rupture avec la France, rallié le Commonwealth. Ironie du sort, ils ne parlent pas anglais, ils se sont mis à faire d'anglais, mais ils considèrent que peut-être, à tort, le système anglais leur profitera plus. Alors, c'est pas mieux ou pire, c'est que ça reste un système colonial. Mais il est vrai que ces manifestations, cette organisation est surtout une façon d'être adoubée par l'Angleterre et par les États-Unis. C'est une façon de rebattre les cartes parce qu'il y a un monde francophone qui est en train de reculer face à un monde anglophone, tout simplement. Merci à vous, Gamal Abina. On revient à vous, comme je disais. Luc Michel, apparemment, un problème de connexion. Il nous suit, me fait signe qu'il est là. Est-ce que finalement, il a rejoint notre standard et notre régie? Luc Michel, Gamal Abina a fait un exposé internationaliste sur la situation de l'OTAN et justement, Gamal Abina estime Luc Michel n'est toujours pas là. Bien voilà, Luc Michel, bien vouloir rejoindre notre standard qui justement attend pour que vous puissiez vous connecter. Gamal Abina, aujourd'hui, analysons cette affaire. Le Rwanda est comme justement l'épicentre aujourd'hui, pratiquement prise en main par les États-Unis et dans une certaine mesure la Grande-Bretagne, donc le bloc anglo-saxon. Est-ce que ce sommet-là ne fortifie pas cette position qui trouve derrière les contestations pratiquement en Afrique? Parce que vous le savez très bien, il y a un accord qui a été
trouvé entre la Grande-Bretagne et justement le Rwanda pour évacuer les immigrants, enfin les Africains qui arrivent en Grande-Bretagne vers le Rwanda. Est-ce que cela ne fortifie pas cette position rwandaise qui est déjà pratiquement contestée par la plupart des Africains? Le problème du Rwanda, c'est que c'est très complexe. Par exemple, ils étaient en rupture avec la France, mais depuis que Macron est arrivé aux commandes, les Rwandais ont tendance à être un peu plus proches des Français. Il y a une bataille entre la France et le monde anglo-saxon, hein, Amérique et Angleterre, mais il est certain, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'effectivement, le Rwanda est un enjeu qui est régional très important. La région des Grands Lacs, on sait les plus grandes richesses d'Afrique. Les massacres qui ont lieu dans l'ex-Congo belge, donc la RDC, sont un enjeu considérable pour le Rwanda parce qu'ils viennent piller leurs richesses littéralement pour présenter un miracle économique qui était un miracle de façade puisque le pays est endetté mais réussit à bénéficier de beaucoup d'argent grâce à ces territoires dans lesquels ils instabilisent la région occidentale de la RDC. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une bataille entre le monde francophone et anglophone. Macron avance ses cartes, les Anglais le font aussi, et je crois comprendre qu'effectivement, le principal enjeu est un enjeu d'abord économique, évidemment, mais aussi un enjeu migratoire. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que ces pays-là récupèrent leurs migrants et ne les laissent plus partir. C'est ça l'objectif. On voit ce qui s'est passé par exemple au Maroc avec ces malheureux migrants. Effectivement, on est devenus les supplétifs de l'Occident. On empêche les Africains de monter en Europe au motif que, soi-disant, ils devraient rester en Afrique. Mais en réalité, la problématique se pose ailleurs. Le sous-développement conduit à ce qu'il y ait une exode, littéralement une exode rurale des Africains à destination de l'Europe. Alors, restons sur Je crois qu'on a Luc Michel. Je crois Luc Michel, peut-être qu'il est bien là. Restons sur cette grille migratoire avant d'aller, parce que c'est d'ailleurs elle qui est importante. Vous le savez très bien, vous êtes internationaliste, vous êtes à Paris, vous êtes en France. Vous savez très bien que l'Italie, justement, avait pris un revers, d'ailleurs l'Allemagne aussi, la France sur cette question et sur cette grille migratoire. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution prise par justement la Grande-Bretagne d'évacuer les migrants du côté du Rwanda, est-ce que c'est une solution qui est géopolitiquement appréciable? Non, c'est ce qu'on appelle une solution c'est un patch, c'est pas très sérieux. C'est pas parce qu'on va évacuer 2000, 3000 migrants qu'on va régler la problématique de l'exode, qui est d'abord une exode économique et puis ensuite une exode qui va être une exode liée au réchauffement climatique. Ça, c'est pas très sérieux, en réalité. Je crois pas que ce soit les solutions. C'est une méthode juste pour nous faire croire qu'il y a une solution. On revient à vous, vous restez avec nous, Gamal, pour ces 1 heure entre Paris et Bruxelles. Luc Michel, vous êtes finalement là, je viens de vous apercevoir. Alors, Luc Michel, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'OTAN? L'OTAN est contestée par les peuples européens, en réalité, depuis hier, des manifestations anti-OTAN ont déclenché justement dans les rues espagnoles, construction des hôpitaux, des écoles à la place du budget militaire. Alors, l'OTAN est désirée. Quelles conséquences géopolitiques et géostratégiques, Luc Michel? Bonsoir Hubert, bonsoir à ton plateau et bonsoir aux téléspectateurs. C'est donc le grand sommet de l'OTAN. Le premier grand sommet depuis Donald Trump, en fait, qui s'était tenu à Bruxelles en 2018. L'OTAN vise à se remanier, à accomplir un nouveau pas à l'Est avec l'intégration de la Suède et de la Finlande. Et bien entendu, ce qui se passe, c'est qu'une partie conséquente des populations européennes contestent l'OTAN. Au fur et à mesure que la crise ukrainienne va déboucher sur un appauvrissement et une crise économique des populations européennes, il y aura de plus en plus de manifestations. Mais ici, c'est le noyau dur des Espagnols de gauche. L'opposition à l'OTAN n'est pas due à la pauvreté économique, elle est due à une opposition politique. Il y a la même chose en Allemagne. Tous les lundis à Berlin, il y a un grand rallye automobile de plusieurs milliers d'automobiles allemandes où on arbore des drapeaux russes et soviétiques et où on soutient Poutine. Ce sont les gens de gauche qui sont puissants à Berlin. C'est le mouvement Die Linke qui est l'héritier du parti communiste d'Allemagne de l'Est. Ce sont des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé dans les opérations de monitoring en Europe de l'Est. En Espagne, c'est la même chose. Il y a une gauche puissante
et elle manifeste contre l'OTAN. La ministre de la Défense espagnole, qui est une social-démocrate, c'est-à-dire une putain de l'Amérique, c'est ça que sont les sociodémocrates, elle a dit qu'évidemment, c'était un mauvais coup dans l'opinion publique mondiale qui était porté à l'Espagne. C'est tout à fait exact. Plus on va s'enfoncer dans la crise ukrainienne et plus on va s'enfoncer dans le militarisme de l'OTAN, qui cherche systématiquement la confrontation avec la Russie, mais aussi, on l'a vu au G7 avec la Chine, eh bien, de plus en plus les populations européennes vont s'éloigner. Il y a quelques semaines, il y a un institut Atlantis de Londres spécialisé dans les études de l'opinion publique qui a expliqué que l'OTAN n'était pas seulement en train de perdre la guerre en Asie, en Afrique et en Europe de l'Est, mais qu'il était encore loin de l'avoir gagné en Europe occidentale. C'est à cela que l'on constate. Pour savoir si l'opinion publique européenne va continuer à soutenir l'Ukraine, il faudrait évidemment voir quelle sera la situation dans quelques mois. C'est-à-dire quoi? Vous avez parlé de la militarisation poussée de l'OTAN. Alors, est-ce que cette militarisation poussée de l'OTAN a une conséquence justement sur le sentiment? Le sentiment, c'est les mots d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a forcément un ressentiment authentiste pour les Européens cette fois-ci, et c'est les Espagnols qui en réalité le manifestent. Est-ce que cette militarisation a des conséquences ou alors des dommages, aura des dommages sur ces populations? Donc, bien vouloir maintenir votre micro en place, Luc Michel. Il y a tout d'abord une conséquence immédiate pour les Américains, c'est que les Américains resserrent leur emprise sur l'OTAN et sur les populations européennes. On ne parle plus d'un volet européen pour défendre l'Europe. Les États-Unis imposent la trouille, il faut appeler ça comme ça, de la Russie, la peur de la Russie. Ils sont en train de s'imposer dans tous les pays européens et voir arriver les Suédois, les Finlandais, mais aussi les Suisses du côté de l'OTAN. C'est cette peur qui se manifeste. C'est évidemment ce que voulaient déjà imposer les États-Unis avec Donald Trump dès 2018, mais où Trump a échoué, Biden est en train de réussir. La seconde conséquence, évidemment, c'est une fracture profonde des pays européens, de l'opinion publique européenne. Il y a en particulier en Allemagne, en Espagne ou en Belgique, il y a ceux qui veulent continuer la collaboration avec la Russie, notamment dans le domaine économique, et qui ne sont pas d'accord d'appauvrir l'Europe en payant 300 fois plus cher les gaz de schiste et les pétroles américains, alors qu'il y a du pétrole et du gaz bon marché du côté de la Russie. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le Parti américain en Europe. C'est comme ça que l'appelait le général de Gaulle, mais aussi le géopoliticien, le grand géopoliticien européen Jean Thiriard, celui que la presse belge appelle le belge préféré de Poutine. Le Parti américain en Europe, il est constitué des politiciens atlantistes, des gens comme Ursula von der Leyen ou Charles Michel. Nous ne sommes pas parents et j'en suis refonté, c'est simplement une homonymie. Il y a aussi Macron dans ces politiciens européens. Pour ceux-là, évidemment, c'est l'alignement complet sur les États-Unis. Moi, je les appelle la voix de l'Europe, mais en fait, ce sont les prostituées de l'Amérique. Ce sont les prostituées. Gamal Abina a dit ça tout à l'heure, que ça ne va rien produire. On va le retrouver tout à l'heure car il est avec nous. Vous êtes pratiquement en duplex. Nous sommes en duplex avec vous. Gamal Abina est à Paris. C'est un internationaliste qui intervient sur beaucoup de supports. Et désormais, ce sera lundi, mercredi avec vous. Et nous sommes justement dans mercredi. Luc Michel, disons un mot avant d'aller voir ce qui se passe dans les BRICS. En termes d'alternatives, disons un mot sur le sommet du Commonwealth qui s'est tenu donc au Rwanda. Luc Michel, quels sont en fait, au sortir de ce sommet du Commonwealth au Rwanda, est-ce qu'on peut retenir quelque chose de positif, que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour le déploiement des libertés actuelles dans le monde? Il y a une légende qui court en Afrique qui est
constituée par les francophones anti-France-Afrique, c'est qu'il y aurait une seule France-Afrique et un beau Commonwealth. C'est tout à fait faux. Le Commonwealth, il a été constitué dès le début des années 1950, au moment où les Britanniques définissaient ce qui sont devenues les guerres coloniales, en particulier la révolte des Momos au Kenya. C'est un général britannique, le général Sterling, qui a défini ce qu'il faut devenir les guerres coloniales. Les généraux français vont s'en inspirer pour mener les guerres d'Algérie et les guerres du Cameroun. Le Commonwealth, c'est le même assujettissement des populations anglophones que représente la France-Afrique avec les populations francophones. En particulier, des États comme le Kenya ou le Nigeria, ils sont entièrement dans la domination de la Cité de Londres. Mais contrairement aux Français qui ont dominé le précaré français à partir de leur armée, de leurs services secrets, les Britanniques ont dominé à partir de la Cité de Londres et de leurs institutions financières. La reine d'Angleterre, c'est toujours la chef d'État du Commonwealth, alors que le président français n'est plus le chef d'État de la France-Afrique. Les Britanniques ont choisi en 2019 de mener une opération géopolitique qu'on appelle le Brexit, soutenue et montée aux États-Unis par les réseaux américains qui avaient amené Trump au pouvoir. Le but, le Commonwealth a tenu un sommet Afrique-Commonwealth, Union britannique à Londres en janvier 2019. L'invité d'honneur, c'était Buhari, le Nigérien. Ils ont défini leur volonté de remplacer les marchés perdus en Europe par le Brexit, par les marchés africains et d'en chasser les Français. C'est eux qui ont torpillé le projet de France-Afrique 2.0 qui était mené par Ouattara, le roi du Maroc Emmanuel Macron, et qui visait à faire de la CEDEAO une nouvelle France-Afrique 2.0 et à faire de la monnaie unique du Commonwealth et de la CEDEAO, de faire le nouveau franc 2.0. Voilà pourquoi il n'y avait rien à attendre de ce sommet de la CEDEAO. En plus, il était mené à Kigali par Kagame. Kagame, c'est un agent triple. C'est l'homme des Américains dans la région des Grands Lacs, la porte d'entrée des Américains, et depuis 25 ans. Mais c'est aussi l'homme des Britanniques, puisqu'il a fait du Rwanda, qui jusque-là, en 1994, était un pays francophone, il en a fait un pays anglophone et il est rentré dans le Commonwealth. Il a fait des accords avec Boris Johnson de l'immigration, qui va déporter les pauvres Africains qui sont emprisonnés lorsqu'ils se présentent en Afrique. Il va les déporter au Rwanda, d'où ils ne reviendront jamais. Si on croit que les Marocains, par exemple, ou les Libyens ou les citoyens d'Afrique du Nord vont avoir les moyens de revenir de la dictature rwandaise dans leur pays, c'est faux, c'est scandaleux. C'est une politique anti-africaine. Kagame, c'est aussi un agent triple au service de la France-Afrique. Il a fait en 2018, après 25 ans de brouille avec la France, il s'est réconcilié avec Paris et il a fait des accords de diplomatie secrète avec Macron. On ne sait pas ce qu'il a promis à Macron, mais en échange, il a en tout cas obtenu la direction de la francophonie. C'est ironique lorsqu'on sait que la Rwandaise qui dirige la francophonie, c'est celle qui a défrancisé le Rwanda et qui l'a anglisé pour le compte du Commonwealth. Ces chefs de services secrets du Front populaire rwandais, qui était Kagame avant de devenir le dictateur du Rwanda, évidemment, c'est un personnage anti-africain. On se rappelle que lorsqu'il y a eu l'agression contre Muammar Kadhafi, il a, avec les Sud-Africains, voté aux Nations Unies la résolution qui a conduit à la destruction de la Jamaïque.
Noël, c'est le nom du sommet de la CEDEAO. Merci. D'ailleurs, tout à l'heure, je posais la question à Gamal. Gamal a pris la même option que, justement, Kagame est en train de jouer un rôle trouble dans cette affaire au niveau de l'Afrique et qu'il va falloir que les Africains puissent regarder. Alors, avec vous, vous deux, direction les BRICS. Le sommet des BRICS, justement, il s'annonce, ou alors il est comme une alternative, ou le cadre lui-même des BRICS, créé depuis 2009, 5 pays. Alors, Gamal Abina, que représentent les BRICS aujourd'hui alors qu'on court vers l'entrée de l'Iran et de l'Argentine? Les BRICS, c'est pas compliqué, ça représente une quantité très importante de la population mondiale, 40%. Ça représente 25% des richesses créées. Ça représente surtout une alternative à l'Union européenne, ça va de soi, mais surtout au bloc le bloc américano-canadien et mexicain, le fameux ALENA, le fameux accord de libre-échange nord-américain. Et ça représente une alternative, évidemment, à ce monde unipolaire et unipolaire sur le plan politique, évidemment, sur le plan économique et militaire. Donc les BRICS ont apporté leur soutien à un de leurs membres les plus importants, à savoir la Russie. Ont invité d'ailleurs cette année l'Algérie à être associée aux discussions et effectivement vont commencer à agréger autour d'eux d'autres pays importants du sud, du monde du sud, en l'occurrence des anciennes colonisées, qui montrent qu'effectivement il y a une alternative à cet ultralibéralisme économique et avec ces politiques mortifères emmenées par les États-Unis qui ont utilisé deux éléments, l'élément économique, le chantage économique au dollar, et surtout l'élément militaire avec la politique canadienne qui n'a jamais déserté les esprits des anglo-saxons. Donc les BRICS, c'est quoi? Ce sont des nations coalisées qu'on nomme simplement BRICS parce que c'est un acronyme pour dire Brésil, Russie, Chine, Inde et Iran, et pas Iran, Chine, Inde et je me souviens plus, Brésil, et Sud-Afrique, Afrique du Sud plutôt, excusez-moi. Donc ces pays-là sont c'est des pays qui sont ce qu'on appelait à l'époque en développement et maintenant qui sont développés, clairement développés, hein, l'Afrique du Sud est en passe, mais globalement c'est des pays très avancés. C'est des pays qui créent la richesse par le travail et non pas par la spéculation. Et c'est des pays surtout qui ont des populations très importantes en termes numériques et qui représentent un espoir pour le monde du Sud. C'est une sorte, j'ai envie de dire presque naturellement, c'est presque une sorte de Bandung du Sud, même si les Russes en font partie aujourd'hui, mais c'est une sorte de Bandung. Et effectivement, l'Iran, qui est un pays aussi très avancé sur le plan industriel et sur le plan économique, va tenter de rejoindre cette force, puisqu'elle est déjà associée à pas mal d'éléments régionaux économiques avec l'Asie. Et évidemment, l'Iran a tout intérêt à dynamiser cette relation aux BRICS, qui devient une véritable alternative à cette espèce d'unipolarité américaine et européenne qui a imposé d'abord la monnaie, ensuite leur politique, et puis surtout qui joue la carte du chantage avec le FMI. Donc les BRICS se positionnent comme étant indépendants et affirment leur souveraineté parce qu'effectivement, comme je le rappelle, c'est quand même 25% des richesses créées sur Terre, ça ne fait que croître, c'est des pays en pleine croissance aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est des pays jeunes, des pays dynamiques, des pays qui misent tous leurs espoirs sur leur développement personnel, et surtout c'est des pays qui représentent 40% de la planète, c'est pas rien. Sur le plan numérique, c'est quasiment l'essentiel, la moitié de la planète, c'est les BRICS, quoi. Merci à vous, Gamal. Je reviens à vous. J'aime cette posture. Hein. Peut-être que c'est elle qu'on va avec elle qu'on va se prendre les mercredis et d'ailleurs aussi les lundis. Parce que là, pratiquement, vous êtes dans la nature et ça fait très beau pour la production télévisuelle. Luc Michel, il est à Bruxelles. C'est dans un bureau, certainement. Et autres. Alors, Luc Michel, Gamal venait de le dire. Mais signalons quand même que 11 221 milliards de dollars. Ça, c'est en 2011 et pratiquement on est déjà à 13 ou à 15 000 cette année. Gamal l'a dit, 40% justement de production, non, 40% oui, de production de produits intérieurs bruts. Et pratiquement, et c'est ça le plus important, près de plus de 3 milliards d'habitants dans ce bloc-là. Luc Michel, que représentent aujourd'hui les BRICS qui sont en sommet? Avant de dire ce qu'ils représentent aujourd'hui, il faut expliquer d'où ils viennent. Les BRICS, ce n'est pas une construction de Moscou ou de Pékin. C'est une création de la fameuse banque américaine Goldman Sachs pour réunir un certain nombre d'économies non occidentales émergentes. Les BRICS, ils ont été longtemps fracturés par deux maillons faibles. Ces maillons faibles, c'était l'argent qui était partisan du temps de Trump, d'un dialogue nord-nord avec les États-Unis. Et le second maillon faible, c'était l'Inde qui était l'allié dans l'océan Indien des Occidentaux, de la France et des Américains, parce qu'elle était opposée militairement au Pakistan et à la Chine surtout. Mais
à l'occasion de la crise ukrainienne, c'était l'un des buts de Poutine. Poutine avait depuis longtemps un but, c'est de transformer les BRICS en une unité géopolitique anti-occidentale. Et il est en train d'y réussir à l'occasion de la crise ukrainienne. À l'occasion de la crise ukrainienne, il a détaché les Brésiliens qui se sont détournés des États-Unis et ont refusé de sanctionner la Russie parce qu'ils ont besoin du partenariat avec la Russie dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi dans le domaine de l'agriculture industrielle. Et Poutine et les Chinois ont détaché les Indiens de l'alliance militaire occidentale parce que les Indiens, eux aussi, ils ont besoin du blé russe et ils ont besoin des hydrocarbures russes. Donc, à l'occasion du sommet des BRICS qui s'est tenu il y a quelques jours, convoqué à Pékin, mais la vedette, c'est Poutine qui a fait un grand discours en vidéoconférence. La Chine s'est ralliée à la Russie alors que les Américains tentaient d'obtenir sa neutralité, d'où la colère maintenant des Américains contre Pékin. Et Pékin a amené les BRICS derrière Moscou. Il y a donc une alliance Moscou des BRICS et de la Chine contre les États-Unis dans la crise ukrainienne. Ce qui maintenant, les BRICS vont s'agrandir à une série de pays et immédiatement l'Argentine, mais surtout l'Iran. L'Iran, c'est important parce que c'est la troisième capitale de l'Eurasie en marche, mais aussi c'est un État qui subit depuis 20 ans la sanction occidentale et qui a donc construit une série de mécanismes pour briser ces sanctions. Dernier là, évidemment, c'est que les BRICS ne s'apprécient vis-à-vis de deux autres pôles. Le premier pôle, c'est le G7. On a vu le sommet du G7 il y a quelques jours, et ce n'est pas un hasard si Pékin, avec l'aide de Moscou, a organisé le sommet des BRICS dans un sens anti-occidental juste à temps. Les Occidentaux ont présenté le sommet du G7 comme le sommet des économies dominantes et comme ceux qui menaient la danse, notamment dans la crise ukrainienne, alors qu'ils sont en train de s'isoler et qu'ils sont en train de perdre la guerre économique contre Moscou. Avant, il y avait le G8 dont Moscou a été exclu. Eh bien, dans la guerre économique contre le G7, Moscou, Pékin et les BRICS sont en train de l'emporter. Mais les États-Unis, ils ont fait une erreur majeure. Ils ont constitué le sommet du G7 comme un élément de la guerre contre Pékin, de la guerre géopolitique, de la guerre géoéconomique. Et Moscou a compris tout de suite l'erreur des Occidentaux. Hitler a perdu la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il a mené une guerre contre Moscou après avoir mené une guerre sur le front occidental contre les Britanniques et les Américains. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les Américains ne seront pas capables de mener la guerre à la fois contre Pékin et à la fois contre Moscou et à la fois contre le troisième pays qui est l'Iran. L'Iran qui est étroitement allié stratégiquement à la Russie. Et donc l'axe Moscou-Téhéran et l'axe Moscou-Pékin, c'est un pont trop loin pour les Occidentaux. Le troisième élément dont il faut parler, c'est l'union des États non alignés. Dans les années 60, à partir de 1955, jusqu'à la fin de la guerre froide, l'union des États non alignés, c'était une puissante unité qui était regroupée derrière la Yougoslavie de Tito, derrière l'Égypte de Nasser, de Gamal Abdel Nasser, dont notre ami Gamal Abdel porte le prénom, et derrière l'Indonésie de Sukarno. C'était l'allié des unités, des indépendances africaines, notamment dans toute l'Afrique, mais c'était aussi l'allié des Soviétiques aux côtés des Africains.
Tout cela s'est arrêté à la fin de la guerre froide. Et en 2000, lors de la première révolution de couleur contre la Yougoslavie de Milosevic, le successeur de Tito, eh bien, les Américains et les pays de l'OTAN ont détruit la Yougoslavie, un État qui n'existe plus. Mais aujourd'hui, il y a toujours Belgrade et la Serbie, qui est un État industriel avancé, qui vient de créer un partenariat stratégique il y a quelques années, lors de la visite du vice-président équatorien Théodore Manguillo-Biedema à Belgrade. Les non-alignés, c'est la grande inquiétude des Occidentaux. Il y a des tas d'articles là-dessus dans la presse française. Ils sont en train de se reconstituer. Ils sont en train de se reconstituer aux côtés des BRICS et de la Russie contre les Occidentaux. Les États non alignés, ils ne veulent plus de la domination occidentale et de l'arrogance occidentale qui prétend dominer le monde. Ils prétendent qu'ils sont la communauté internationale. Qu'est-ce que c'est le bloc américano-occidental? C'est 1 milliard et demi d'individus, essentiellement les États du bloc occidental, avec les États-Unis, avec l'Europe occidentale, avec l'Australie, avec le Japon. Mais c'est tout. La communauté, l'organisation de la communauté de Shanghai, qui réunit Moscou, Pékin, la Russie et 14 ex-républiques soviétiques, mais aussi le Pakistan, mais aussi l'Iran, mais aussi l'Inde, c'est presque 5 milliards d'hommes et de femmes. C'est ça la véritable communauté internationale. On y ajoute les BRICS qui représentent plusieurs milliards d'individus et on y ajoute l'Afrique qui est en train de s'émanciper, qui seront 2 milliards d'individus dans 50 ans. C'est cela la véritable communauté internationale. L'Occident, c'est une communauté résiduelle que le ministre Lavrov appelle avec ironie la minorité occidentale, ce qu'elle est en réalité. C'est donc maintenant le monde de demain qui est en train de se mettre au point. Le monde, évidemment, il est en train de contester la globalisation américaine. Il est en train de contester la domination occidentale. C'était le but de guerre de Poutine lorsqu'il a engagé la lutte en Ukraine. L'opération militaire spéciale contre l'Ukraine, c'est simplement le côté régional du combat de Poutine. Mais Poutine, il a aussi un but international, c'est contester l'ordre occidental. Merci à vous, Luc Michel. Ça, c'est les BRICS, alors, avec un agrandissement. Alors, Gamal, avec vous, les BRICS, je rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, depuis 2009, mais cette fois-ci, on va voir officiellement l'entrée de l'Argentine et de l'Iran. Alors, quel basculement, ou alors, Luc Michel vient de décrire là, en termes de grossissement, en termes d'agrandissement, quel impact pour cette entrée ou ces deux entrées? Est-ce qu'elles ont matière à renforcer cette construction d'un monde alternatif au bloc occidentalo-américain? Oui, tout à fait. On a un pays d'Amérique du Sud, évidemment, et puis on a un pilier en matière de production de gaz et pétrole qui est l'Iran. Donc ça, l'Iran qui est aussi un pays industriel. Faut pas l'oublier, c'est un pays qui a vraiment réussi sa révolution industrielle sous l'initiative évidemment de la révolution islamique en 79, puisque Khomeini avait demandé à ce que la recherche scientifique soit portée très haut, à 10% du budget de l'État. Donc ça a conduit effectivement, en plus après les guerres en Irak, à un boom industriel. J'aime observer, l'Iran en a bénéficié aussi parce qu'il était sous embargo et qu'il fallait absolument qu'il fabrique sa propre richesse, ses propres moyens pour pouvoir finalement, et quelle réussite, lancer leurs propres satellites. Les Iraniens sont producteurs d'industries technologiques et hautes technologiques militaires, civiles, produisent tout, jusqu'aux voitures, mais subissent toujours cette espèce d'affront permanent que les États-Unis ont voulu faire avec cet endiguement, cette politique d'étouffement par des méthodes d'intellection d'investissement avec la loi d'Amato Kennedy et avec tout un tas de moyens
destiné à faire tomber la République islamique. Aujourd'hui, la question se pose en termes géopolitiques. L'Iran a su enfin se rallier du côté russe, alors qu'au début de la révolution, ils étaient anti-russes et anti-américains. Donc ils sont sortis de cette logique-là. Et surtout, l'Iran a su imposer régionalement une stratégie qui lui a permis d'éviter de se faire attaquer par les États-Unis. Ils ont tenté d'ailleurs sous Trump, mais ça a été un échec avec un drone qui a été abattu. L'Iran a su démontrer qu'il était en mesure de pouvoir être résilient, résistant et proactif. Donc il a développé tout un tas d'alliances dans la région, basées sur le principe chiite, mais pas seulement. Il soutient aussi le Hamas, qui est sunnite. Il soutient évidemment le Hezbollah. Donc l'Iran est une carte importante à jouer, puisque c'est dans une région qui est stratégique et qui est nécessaire aux BRICS. Alors l'Iran a un poids lourd économique sur le plan industriel, un poids lourd économique sur le plan des hydrocarbures, gaz et pétrole. C'est une des réserves les plus importantes au demeurant. Et donc l'Iran, effectivement, devait rentrer dans les BRICS, parce que de toute façon, c'était un appel du pied à la fois de la Chine, qui a voulu désenclaver l'Iran, et surtout de la Russie, qui est en très bon terme avec la direction politique iranienne. Aujourd'hui, l'Iran ne cherche plus à exporter sa révolution islamique. Il cherche à maintenir ses positions. Il cherche à maintenir son indépendance. Il cherche à garantir ce qui était à l'époque, bon, Luc Michel le sait aussi bien que moi, à l'époque déjà un modèle, puisque Mossadegh, qui a été assassiné par la CIA, qui a été écarté du pouvoir par la CIA et donc quasiment assassiné, était un modèle parce qu'il a nationalisé le pétrole. C'est donc un pays qui est très très intéressant sur le plan des idées, sur le plan de l'action, sur le plan géostratégique, et surtout c'est un pays qui est très très développé, contrairement à l'idée reçue. Quand on va en Iran, on se rend très rapidement compte que c'est pas le pays qu'on nous défend de l'extérieur. C'est pas un pays d'arriérés, c'est un pays vraiment qui a su entamer intelligemment sa transition et de redevenir la grande puissance qu'il a toujours été. Je fais référence évidemment à la Perse de Darius. Je fais référence à ce pays multimillénaire. Et je fais référence à ce pays qui a su faire face à des agressions multiples, avec cette guerre inutile de l'Iran et de l'Irak, et surtout récemment encore, à des tentatives d'instabilisation et de destruction du territoire iranien. Aujourd'hui, ce pays est sanctuarisé, a les moyens de se défendre, et se positionne sur un plan géopolitique avec des pays qui eux-mêmes sont inquiétés, mais tous ces pays coalisés deviennent une puissance de fait. Merci à vous, Gamal Labina, mais pour vous quitter définitivement, on va quand même, Luc Michel le faisait remarquer tout à l'heure, votre nom d'ailleurs en dit beaucoup sur l'Afrique, Gamal. Alors, quelle implication? Tout à fait. Je vous entends très bien. Quelle implication, d'ailleurs le décor est très très innovant, quelle implication pratiquement pour l'Algérie, puisque vous avez cité l'Algérie dans cette affaire comme observateur? Oui, l'Algérie est un pivot aussi dans la mesure où c'est le pays le plus important d'Afrique du Nord, le plus riche, la plus grande superficie africaine. C'est le pays qui a été la révolution, évidemment, qui a réussi à faire tomber le colonialisme par la force, et avec aussi une grande stratégie de négociation politique. Mais surtout, l'Algérie n'a pas jamais rompu d'ailleurs avec la Russie, bien au contraire. L'Algérie dans les années 90 était en très mauvais termes avec l'Iran, mais aujourd'hui ces problématiques sont dépassées. Les Algériens sont en très bon terme avec tout le monde, d'ailleurs l'Iran en particulier. Puis surtout, l'Algérie a vocation à devenir une puissance industrielle. C'est quasiment une obsession politique dans le pays. On parle que de ça tous les jours. Et c'est vrai que les initiatives industrielles commencent à se développer, puisque ça a été en 70 ce qu'on avait appelé un dragon africain. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'espoir porté sur l'Algérie. Ça a été saboté dans les années 80 par un pouvoir incapable. Mais aujourd'hui, les Algériens sont repartis de l'avant. Donc effectivement, je porte donc le nom de Gamal Abdel Nasser parce que ça fait référence à ce grand leader égyptien qui a soutenu la révolution algérienne. Et la raison pour laquelle je porte son nom, c'est simplement que mon père a eu l'occasion après la guerre de le croiser, a été très impressionné par le personnage. C'était un grand homme. C'est celui qui avait inspiré Kadhafi d'ailleurs, faut le rappeler. Eh bien, il a décidé de donner le nom de Nasser à son premier fils. C'était moi. Et simplement faire simple, c'est qu'effectivement l'Algérie, si elle intègre les BRICS, et c'est possible, pour l'instant, elle ne répond pas encore aux exigences en termes de puissance économique, mais ça ne saurait tarder. Et ben le jour où elle intégrera les BRICS, ça donnera tout de suite une sorte de cohésion africaine, puisque l'Afrique du Sud, à l'extrémité sud, fait partie des BRICS. L'Afrique du Nord, donc l'Algérie, qui est le pilier, le poids lourd de l'Afrique du Nord, c'est l'Algérie, ferait partie des BRICS, ça intégrerait un peu sur un plan régional, sur un plan géographique, beaucoup de choses. Sachant qu'aujourd'hui, par exemple, l'Algérie vient de rallier le nord au sud avec la transsaharienne. Ils viennent de faire un accord avec Abuja pour faire le gazoduc que les Marocains espéraient faire passer par 11 pays africains et par leur territoire. Ben, c'est plus le cas aujourd'hui. C'est les Algériens qui ont remporté la décision et que là, ils viennent découvrir une énorme réserve de gaz qui fait que l'Algérie devient un des principaux producteurs mondial de gaz. Et aujourd'hui, l'Algérie devient un poids lourd. Donc c'est vrai que ce rapprochement des BRICS n'est pas anodin. Il est lié à des considérations politiques évidemment, mais pas seulement.
et surtout lié au fait que ça devient un poids lourd essentiel et géostratégiquement très important par rapport au déploiement des BRICS. Merci à vous, Gamal. Notre amitié, on ne va pas le trahir sur l'antenne. Merci avec ces très beaux décors. Peut-être je te suggérerais qu'on prenne toujours ces décors les lundis et les mardis et les mercredis. Je le disais, c'est pas cette monde, c'est Jopo. C'est justement parce que lundi dernier, nous n'étions pas en production. Merci à vous, bien de choses. Alors, Luc Michel, on achève avec vous. Oui, Gamal? Non, je vous remercie, mais là, je sors du bois de Vincennes parce que j'étais dans mon émission de radio. C'est pourquoi je suis passé par là. Je sais. Merci à toi, Gamal. Gamal Abina. Merci. Alors, Luc Michel, deux mots géopolitiques et géostratégiques sur l'OTAN et justement les BRICS. Qu'est-ce qu'on doit retenir en sortant de cette édition, Luc Michel? Écoutez, tout d'abord, il faut ajouter quelque chose sur l'Iran. C'est que l'arrivée de l'Iran dans les BRICS, ça annonce la défaite des Européens qui vont être défaits en race campagne dans la guerre du gaz et dans la guerre des hydrocarbures. Il y a un partenariat stratégique qui a été tissé entre l'Iran et la Russie. Et les Américains disent avec raison que l'Iran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans la guerre du gaz. De quel accord ont-ils fait? Les Européens comptaient sur les Iraniens pour remplacer les fournitures de gaz russes par des fournitures iraniennes et éventuellement en laissant tomber des sanctions. Et l'Iran a refusé de le faire et il a abandonné le marché des hydrocarbures européens à la Russie en échange d'un soutien stratégique et militaire. Donc c'est la dernière espoir qu'avaient les Occidentaux de trouver des fournitures alternatives. D'autant plus que les deux autres pays sur lesquels ils comptaient à côté de l'Iran, ces deux alliés de l'Iran et de la Russie, c'est l'Algérie et le Venezuela qui ont déjà dit qu'ils ne trahiraient pas, qu'ils ne frapperaient pas la Russie dans le dos. Voilà donc pourquoi les Européens courent à une déroute. Maintenant, la Russie de Poutine va réussir deux choses. D'une part, le partenariat avec la Chine. Vous savez que lors de la première guerre froide, les Américains ont défait l'Union soviétique parce qu'en 1972, Nixon et Kissinger étaient allés à Pékin et s'étaient alliés contre Moscou avec Pékin. Aujourd'hui, on est dans une configuration géopolitique inverse. Moscou et Pékin sont adossés dos à dos. Ce sont des alliés. Ils proclament que leur amitié est totale et indéfectible. Et les Américains, donc, ne réussiront pas à retourner Pékin contre Moscou dans l'affaire ukrainienne. Et Pékin et Moscou, avec l'aide de Téhéran, sont en train de transformer les BRICS d'une alliance géoéconomique opportuniste en une alliance fondamentale géopolitique. C'est cela qu'il faut retenir. Merci à toi aussi, Luc Michel, coup de main et d'amitié. On a eu des petits soucis de connexion à l'entame de cette émission, mais tout a été réglé. Merci à vous, merci à Gamal, à l'ancienne lecture internationaliste. On va prendre justement une pause pour prendre le deuxième temps. On aura à Libreville Privat Gomol. On sait que le Gabon a entré définitivement au Commonwealth et que avec le New Power, il y a une lecture justement panafricaine des BRICS et justement une autre appréciation aussi de ces questions justement qui se déroulent au niveau de l'OTAN, les miettements de l'OTAN en tout cas. L'OTAN remise en cause par ses propres populations, les populations européennes, en fait les populations occidentalo-américaines. Et sur ce plateau, nous allons certainement retrouver pour ce second temps Valentin Bemouyemé, Aïe Yao, Nénonémé, je l'ai signalé tout à l'heure, en passage au Cameroun, mais on va quand même signaler aussi qu'Aïe Yao, Nénonémé, c'est quelqu'un qui est au Cameroun, mais dans des conditions un peu dramatiques, en fait, un peu... qu'on va forcément dire à un moment donné sur cette antenne. Merci, on se retrouve à tout de suite. C'est Jopo, c'est-à-dire Jo2, c'est-à-dire géopolitique et géostratégie. Merci encore à vous, Luc Michel et Gamal Abina. Privat Gomon, déjà en ligne depuis Libreville, on va le prendre tout à l'heure avec nos amis sur ce plateau. Madame, salut, monsieur, on se retrouve juste derrière.